d'introduction pour se plonger dans le sujet. De patrimoine et de tourisme sont en constante évolution. À l'écran, normalement, si tout va bien, un extrait de l'ouvrage de l'AFNO, Patrimoine territorial en projet, qui date de 2015. Je vous le montre si jamais vous le voyez. Et je vous propose de vous dire, donc le patrimoine est aujourd'hui partout. Aménager l'espace en préservant le déjà là est une préoccupation croissante. De ce fait, la notion de patrimoine s'est élargie depuis une cinquantaine d'années, passant de l'objet exceptionnel au paysage, intégrant ainsi des espaces naturels et bâtis à de vastes échelles. Pour introduire plutôt le deuxième volet de cette présentation sur l'attractivité touristique et un peu illustrer les différents chemins que prennent depuis une dizaine d'années le tourisme, citation beaucoup plus courte, cette fois d'une exploratrice, d'Alexandra David Nehel, qui nous dit « Le voyage sans la rencontre, c'est se déplacer ». Ce qui me permet de faire un petit clin d'œil au petit-déj de mardi, où Guillaume vous a présenté les éléments clés sur la mobilité. Et deux visuels, comme quoi l'agence, depuis plus de 40 ans, étudie le sujet de l'attractivité touristique avec, on le sent, une ambition de plus en plus grande pour le territoire Flandre-Dunkerque. Sans rentrer dans les détails, il suffit de compiler les différentes cartographies issues du SCOT, schéma de cohérence territoriale Flandre-Dunkerque, pour prendre la mesure de la richesse en matière de patrimoine naturel et ainsi de prendre la mesure du déjà là. Ce déjà là, qu'il soit remarquable, reconnu ou plus ordinaire ou même surprenant. Donc là, on a 6 cartographies, une qui concerne les fonds marins, bien évidemment les espaces dunaires très connus, les rares boisements naturels sur le territoire, ce qu'on considère comme des espaces verts d'agglomération qui participent largement de la trame verte et bleue, avec également le réseau hydrographique et les milieux aquatiques, et un petit focus juste sur les espaces reconquis par la nature où on ne s'attend pas forcément à les citer, enfin on n'a pas tout le temps le réflexe d'en parler, mais ils sont bien présents, ils sont très riches et aujourd'hui ils ne font pas l'objet d'ouverture large au public. Cet échantillon de cartes là, sur cette nouvelle diapo témoigne également de la variété des niveaux de protection de ces espaces. Donc on va de la protection la plus forte au partage d'outils de connaissances de type inventaire. En ce qui concerne cette fois le patrimoine bâti, le territoire Flandre-Dunkerque recèle énormément d'éléments, comme on peut voir sur la carte, allant du monument historique inscrit ou classé, aux vestiges militaires qui ne disposent pas forcément, on va dire, de reconnaissance ou de mesures de protection particulières. Et bien entendu, cette carte serait beaucoup plus densément remplie s'il était possible d'y afficher l'ensemble du petit patrimoine qui constelle en fait le territoire Flandre-Dunkerque et qui participe là aussi également à porter des valeurs liées au mode de vie et à la constitution de ce territoire et de ses paysages. Enfin, cette carte compile les équipements des sites, les sites touristiques d'ampleur, au rayonnement variable et qui ne s'adresse pas seulement aux visiteurs de passage. On est plus sur une notion effectivement d'équipement. Donc on y retrouve les salles de spectacle, le casino, les piscines, qui sont autant
d'éléments qui peuvent contribuer à agir en complémentarité avec les espaces cités précédemment. Si on faisait l'exercice de compiler l'ensemble des données que l'on vient de balayer trop rapidement, le territoire Flandre-Dunkerque a évidemment beaucoup plus à offrir que ce qui est surligné sur cette carte-ci. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Sébastien Lebel qui va esquisser les relations entre ces thématiques à travers une présentation des paysages du territoire. Bonjour à tous, je vais remettre ma caméra en espérant que ça ne relance pas mon ventilateur. On verra. Donc du coup, comme l'a dit Vincent en introduction, la notion de patrimoine s'est bien étendue à la question des paysages. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, là, c'est pas de vous présenter un diagnostic complet, exhaustif des paysages, mais plutôt un tour d'horizon de la diversité des paysages qu'on peut rencontrer sur notre territoire. Donc en commençant par cette carte qui nous révèle un certain nombre d'unités paysagères sur le territoire du SCOT, donc c'est-à-dire des ensembles de paysages cohérents, des types de paysages, on va dire, et donc on peut voir qu'on a 16 unités de paysages sur le territoire. On les découvre leurs noms sur la colonne à gauche. Et donc les noms révèlent des paysages déjà contrastés entre le littoral et puis la montagne de Watt, le port industriel ou alors la plaine watringuée, les moires ou les coteaux, etc. On peut faire parfois, c'est un peu des fois le grand écart en termes d'ambiance et de type de paysage. Sur la carte, ce qu'on peut voir aussi, c'est que plutôt sur la partie nord du territoire, on a des paysages un peu plus, on va dire, pas morcelés, fragmentés, mais on se rend compte qu'il y a pas une plus grande diversité, mais différents types de paysages sur la moitié nord, qui embrassent peut-être des territoires un peu moins vastes que sur la partie sud. On voit à partir de la plaine et puis les coteaux et puis la vallée de l'Isère, on est sur des paysages qui s'étendent vraiment sur des territoires plus vastes. On va s'en apercevoir sur les photos. Donc, sans traîner plus sur la carte, je vous propose maintenant un petit tour d'horizon par un reportage photographique pour qu'on se rende un petit peu compte ensemble là, de toute cette diversité, en commençant par les paysages littoraux, donc avec un S, parce qu'effectivement, de l'extrémité est à l'extrémité ouest du territoire, on n'a pas un paysage littoral, mais on a des paysages. C'est vrai qu'à de l'embouchure du chenal de la à Petit Fort-Philippe, Grand Fort-Philippe, avec les strands, les marais du Platier-d'Oie, on est vraiment sur des ambiances différentes que celles qu'on va pouvoir trouver sur les grandes plages de Dunkerque, Malaubre et Dunes, ou alors au niveau des cordons dunaires, des dunes marchandes, dunes de Wulf, dunes du Perroquet. Avec aussi des dynamiques d'évolution qui peuvent être variables. En certains endroits, on a plutôt regagné on va dire des plages sur la mer, sur les strands, par exemple à Dunkerque, avec le réensablement pour protéger la digue des Alliés. En moins de 10 ans, on a recréé une nouvelle plage assez vaste et puis des nouvelles dunes se sont installées ici. Et si on va un peu plus à l'ouest, au niveau des cordons dunaires, on a une dynamique inverse où voilà, on constate une érosion dunaire et les blocos qui ont été construits sur les dunes en sont le meilleur marqueur qui nous permet de constater ce recul des dunes. Donc les blocos qui étaient autrefois sur les dunes, un certain nombre sont aujourd'hui échoués sur la plage. On peut passer à la diapo suivante. Donc les paysages littoraux, c'est aussi les paysages portuaires. Donc on en a parlé dans un précédent petit déjeuner aussi, avec une présentation sur le port. Donc les paysages portuaires qui sont aussi diversifiés. C'est vrai qu'entre le port ouest où on va venir regarder les plus gros porte-conteneurs du monde venir faire escale pour décharger leur cargaison, la digue du Break où on va
se laisser impressionner par les installations sidérurgiques et puis les portiques, les couleurs des différents minéraux qui sont apportés. Et puis le port Est, où là on est sur les origines du port avec une articulation avec les espaces urbains. On va retrouver dans ces espaces-là un patrimoine assez riche avec les quais, les formes de radoux, l'usine des formes, un certain nombre d'éléments comme ça qui constituent un patrimoine portuaire important. Et donc sur des espaces en reconquête urbaine, donc amorcés depuis la fermeture des chantiers de France. À dire aussi que les paysages portuaires, ce sont des paysages, on va dire, usités. C'est-à-dire on vient travailler au port, on vient se promener aussi sur les territoires portuaires, on se promène sur les jetées, on se promène au bord des quais, on vient voir les bateaux, comme je le disais, les navires. On vient aussi pêcher sur les jetées, on vient pêcher à la digue du Brec, on vient aussi sur la plage à la digue du Brec. Donc c'est des paysages aussi qui sont vécus et qui sont importants, avec des représentations collectives qui peuvent être un peu ambivalentes, c'est-à-dire que pour certains, on va être attiré, enfin certains peuvent être attirés par ces paysages-là, et pour d'autres, on va plutôt certaines personnes vont plutôt s'en écarter. Donc c'est en tout cas des paysages qui ne laissent pas indifférents les perceptions et les sensations, et qui ont un vrai potentiel d'attractivité, par exemple si on parle du tourisme industriel. On peut passer. J'essaye de faire vite, il y a beaucoup de photos. Je vais essayer de rester dans un temps raisonnable. Ensuite, donc, les paysages de polders, qui sont vraiment les paysages spécifiques du territoire. Des polders en France de ce type-là, c'est unique. Il y a d'autres polders en France, bien évidemment, mais qui ne présentent pas les mêmes paysages, qui ne s'étendent pas sur des étendues aussi vastes. C'est pas des paysages qui font waouh. Je suis pas originaire du territoire. En arrivant ici à Dunkerque, je me suis dit bon, on arrive, c'est tout plat, d'accord, bon, c'est bon. Je suis passé une fois, j'ai vu. Et en fait, c'est des paysages qui sont extrêmement intéressants quand on commence à comprendre comment ils se sont construits. Donc comment la poldérisation s'est faite depuis des siècles, et aujourd'hui ce qu'on en a hérité, donc tout ce réseau de wateringues, de canaux, de watergans, les stations de pompage, les anciens moulins, les digues, etc., nous raconte ce paysage et donc ce territoire. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on est finalement sur site, on n'a pas toutes les clés pour le comprendre, et si personne ne nous l'explique, on peut se retrouver finalement en face d'un paysage un peu qui peut paraître un peu nu, alors qu'il est, quand on regarde dans les détails, il est très riche. Et ce qui est intéressant aussi là, on est sur un territoire très plat, avec assez peu d'obstacles, et qui finalement est assez facile à aménager si on veut par exemple développer des itinéraires cyclables, justement pour emmener les habitants et les visiteurs à la découverte de ce territoire-là, un peu comme ça peut être fait aux Pays-Bas ou en Belgique, ou en s'appuyant aussi sur des réseaux de petites voies existantes qui suffiraient de jalonner pour le cycliste. C'est peut-être un territoire qui se prête un petit peu moins à la randonnée, à pied, puisqu'on est sur des surfaces qui sont quand même assez grandes et des étendues très plates, et on peut trouver peut-être des itinéraires assez courts, mais sur de la grande randonnée, peut-être qu'on ira chercher d'autres types de paysages. Par contre, pour la pratique du vélo, c'est des paysages qui s'y prêtent tout à fait. On peut passer. Si ça marche. Donc ensuite, les paysages urbains, donc évidemment, ça va être les espaces urbains, ce sera ceux dans lesquels on va retrouver la plus grande concentration de patrimoine bâti. Je ne sais pas si vous voyez bien les images ou s'il y a eu des effets pixels, là, c'est bon, tout le monde voit bien? Donc les espaces qui vont concentrer la majeure partie du patrimoine bâti, évidemment, puisqu'on est sur les espaces construits. Avec un patrimoine très diversifié entre le patrimoine de la reconstruction, le patrimoine balnéaire, les patrimoines typiques flamands qu'on va retrouver dans
dans les villes et les villages plutôt en intérieur des terres. Certains nombre aussi de communes qui sont marquées par la traversée des canaux qui constituent aussi un patrimoine important. Donc là, on a vraiment sur les paysages urbains des ambiances très diversifiées avec un patrimoine très intéressant qui parfois est bien mis en valeur par des aménagements d'espaces publics voilà, qui en font profiter le patrimoine, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a certains édifices qui pourraient encore briller davantage si l'espace public attenant le mettait un petit peu en valeur. Donc voilà, on a de quoi sur un séjour profiter vraiment de différentes ambiances urbaines. On peut passer. Sur notre territoire, on a aussi des paysages néo-naturels, des nouveaux paysages naturels qui ont été, donc c'est des paysages qui ont été recréés, donc ils sont artificiellement naturels, on va dire, donc qui ont été aménagés en réponse à de l'aménagement industriel ou urbain. C'est ce qui a été fait dans le cadre de mesures compensatoires bien souvent pour compenser des espaces, des milieux, on va dire, perdus par l'aménagement, mais qui recréent des paysages très intéressants, qui font, pour une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs pour la plupart, une grande place à l'eau. Donc au milieu humide, donc du coup c'est des paysages aussi qui sont vivants puisque on va y retrouver une quantité d'oiseaux, soit qui vivent ici ou alors des oiseaux migrateurs. Donc des paysages très intéressants pour certains qui sont ouverts au public puisque c'était un des buts, lors de la création. On va par exemple parler du Bois des Forts ou alors des espaces aussi du parc des Rives de la Haye, mais un certain nombre aussi sont des espaces à vocation vraiment écologique et donc qui n'ont pas forcément vocation à accueillir en leur sein un public pour de la promenade, mais qui pourraient profiter davantage au paysage, on va dire, global du territoire si on pouvait un peu mieux les donner à voir. On a vraiment un potentiel aussi là-dessus et peut-être pour les futurs espaces de ce type qu'on pourra aménager, on peut se poser la question de les ouvrir en partie au public pour en faire aussi d'autres lieux de promenade et trouver de cette façon des alternatives aux grands espaces du littoral, aux espaces dunaires ou aux espaces agricoles. On peut passer. Ça marche. Donc si on descend vers le sud, qu'on s'éloigne de la mer, on quitte la plaine, on rencontre les premiers reliefs, les coteaux de Flandre-Maritime, qui marquent ici à cet emplacement finalement l'emplacement de l'ancien rivage, là où s'étendait la mer et les marais avant la poldérisation. Et au-delà de ces coteaux s'étendent les plateaux et la vallée de l'Isère qui nous offrent des vues sur les contrées avoisinantes jusque sur les monts de Flandre. Donc c'est un relief donc pour chez nous qui est quand même bien marqué, donc, comparativement à d'autres secteurs géographiques, c'est un relief qui est quand même assez doux, mais qui nous permet quand même de prendre suffisamment de hauteur pour avoir de grands panoramas avec des vues qui s'étendent très loin et on a comme ça une autre échelle d'appréhension du paysage, du territoire, où on prend un peu plus la mesure aussi de l'étendue des paysages. On retrouve ici des paysages très pittoresques, où on va retrouver des clochers qui vont émerger au-dessus de frondaisons boisées. On voit la photo en bas à gauche avec les monts de Flandre au fond. Donc ici, on commence à avoir envie de randonner à pied. C'est aussi des paysages très agréables pour faire du vélo et les reliefs et les petites routes donnent aussi aux cyclistes de peloton de faire quelques sorties pour avaler quelques kilomètres.
on peut passer. C'est un aperçu un peu rapide, on pourrait parler des heures sur chaque type de paysage, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc on a parlé de patrimoine bâti dans les paysages urbains, mais on a aussi un patrimoine rural reconnu avec un certain nombre de moulins qui vont, par exemple, qui vont nous ponctuer les paysages. L'abbaye de Watt aussi, un monument qui vient marquer la montagne de Watt et qui participe vraiment au paysage et une ambiance bien particulière à cet endroit. Donc on a quelques joyaux de patrimoine quand même sur notre territoire qui vraiment qualifient aussi les paysages et certains édifices aussi qui sont un peu qui ont comment dire qui sont reconnus en termes de patrimoine mais qui sont plus discrets dans le paysage. Je pense par exemple au château de Sten. Quand on ne connaît pas, on passe à côté et on ne le verra pas. C'est un château qui est complètement caché dans son bois. On peut imaginer qu'un château comme ça, c'était un petit peu plus ouvert sur son paysage, pourrait entretenir des relations, pourrait, je veux dire, faire waouh finalement quand on passerait à proximité. Donc voilà, on a quelques beaux joyaux de patrimoine qui participent vraiment au caractère de nos paysages. On peut passer. Un patrimoine aussi qui nous semble important, évidemment, c'est celui des Watrins, qui peut être aujourd'hui pas forcément valorisé comme patrimoine en tant que tel. Alors, patrimoine des Watrins, ça va pas seulement être le petit patrimoine bâti qui est celui des éclusettes, des ponts ou des petits ponceaux, mais c'est évidemment tous les ouvrages de drainage, donc les canaux, les watergans, les fossés de toute dimension qui soit. Tout ça constitue un patrimoine parce que finalement c'est bien la main de l'homme qui les a créés pour pouvoir vivre sur ce territoire. C'est un patrimoine qui pourrait être mis en valeur dans les paysages par exemple de la renaturation de certains cours d'eau, la restauration de petits patrimoines, par exemple on pense aux éclusettes, aux ponts, aux petits ponçons. On voit les deux photos centrales là en bas, donc les petits ponts d'origine, les ponts en voûte, en briques voûtées, qui correspondent plus aujourd'hui au gabarit des engins agricoles pour pouvoir enjamber les canaux ou les watergans. Du coup, on a des petits ponts qui ont été auto-construits un peu de briques et de broc et qui ne sont pas forcément valorisants pour la perception qu'on peut avoir des watergans et du paysage. On pourrait imaginer un projet finalement déjà de restauration des petits ponts et en même temps, pourquoi pas écrire une nouvelle page du patrimoine des Watrins peut-être en dessinant un nouveau type de pont plus adapté aujourd'hui aux usages et aux gabarits actuels, mais qui nous permettrait d'avoir peut-être un langage cohérent sur l'ensemble du territoire et qui serait une piste aussi de valorisation du patrimoine et un nouveau patrimoine peut-être à constituer aujourd'hui. On peut passer. Et enfin, pour terminer, un patrimoine aussi paysager agricole qui est vraiment particulier et qui participe vraiment au caractère de nos paysages ruraux. Parmi ces patrimoines, on peut citer donc les corps de ferme, qui pour certains sont très intéressants, les mares, des bocagères qui nous restent encore aujourd'hui, qui sont par endroits replantés. Les brise-vents qui viennent aussi protéger les corps de ferme et puis les prairies manoirs attenantes. Donc ce sont tous des motifs paysagers qui constituent l'ensemble du territoire et qui font aussi le lien finalement entre différentes unités paysagères que peuvent être la vallée de l'Isère, les coteaux ou alors la plaine Watringuet. Donc c'est comme l'eau
des motifs paysagers qui font du liant entre les différents espaces du territoire et qui le qualifient. J'en ai fini du coup pour ce tour d'horizon. Ce qu'on peut se rendre compte du coup, c'est qu'on a vraiment des ambiances très différentes entre les paysages littoraux, les paysages agricoles, les paysages, voilà, les nouveaux paysages naturels, les paysages industriels. On n'a pas de quoi s'ennuyer sur notre terrain et on peut se dire qu'un séjour d'une semaine peut être bien rempli quand on aime la découverte. La découverte. Donc du coup, je vais laisser la parole à Sofiane pour du coup maintenant parler de tourisme et des opportunités en lien avec tout ce qu'on vient de raconter. Oui, donc bonjour à tous. Donc merci Sébastien. Donc oui, on regarde des éléments que viennent de présenter Vincent et Sébastien. On peut identifier déjà pas mal de constats et d'opportunités. La première, c'est qu'on voit bien que le territoire dispose de nombreux atouts, de mosaïques de lieux, de sites aussi patrimoniaux à travers l'inventaire qu'a dressé Sébastien. Et on a aujourd'hui ces sites et ces lieux qui font plus ou moins l'objet d'une reconnaissance. Alors on a des sites qui sont vraiment identifiés comme porte d'entrée, on va dire, touristique du territoire, que ce soit des espaces littoraux, on pense notamment aux espaces dunaires à l'est de l'agglomération, mais également des villes comme Gravelines, comme Bergues, qui sont aujourd'hui reconnues pour leur attrait patrimonial. En complément de ces espaces qui sont aujourd'hui identifiés, on l'a vu avec la présentation de Vincent aussi en introduction sur la carte des équipements, on a aussi tout un ensemble de lieux patrimoniaux, aussi de petits patrimoines qui font l'objet d'un attachement de la part des habitants et des acteurs du territoire. Et cet aspect-là est un aspect à valoriser dans la mesure où il reflète l'identité et les savoir-faire aussi historiques, mais aussi actuels des habitants sur le territoire. Et puis en complément, on voit bien qu'aux espaces dont je viens de parler, qui sont reconnus et fréquentés, on a donc tout un ensemble d'espaces. On a vu les espaces naturels, on a vu le réseau des Watringues. Alors pour rappel, le réseau des Watringues, c'est quand même 1500 km de canaux et de voies d'eau sur le territoire. C'est autant d'opportunités en termes de maillage pour relier l'ensemble des sites qui ont été présentés. Et je pense que la liste pourrait être encore bien plus longue. Et donc l'intérêt autour de ces opportunités, c'est qu'elles permettent de répondre à un ensemble, en tout cas, elles permettent de répondre à des attentes d'un public très très large. Et donc c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Les attentes aujourd'hui des clientèles touristiques, mais plus globalement, elles correspondent aussi à des tendances d'évolution de la société. C'est qu'on est quand même de plus en plus vers un tourisme, en tout cas tourné vers la rencontre, vers le souhait d'aller vers le local, de découvrir le patrimoine, l'histoire du territoire. On l'a vu à travers le portrait dressé par Sébastien, on a quand même un territoire avec de nombreux atouts historiques. Et donc, ça fait partie vraiment des opportunités pour l'attractivité du territoire. On a également des démarches qui sont de plus en plus tournées vers l'écotourisme, donc qui vont se traduire par une évolution des manières de vouloir se déplacer, de consommer aussi voilà, sur place, avec une recherche d'activité qui va beaucoup plus être au contact de la nature. Donc là, on a vu qu'on a quand même tout un ensemble de sites à disposition. Et puis, un volet aussi important, c'est le développement aujourd'hui dans les comportements des clientèles touristiques. C'est le développement d'un tourisme dit de hors-saison. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, voilà, la saison touristique était plutôt sur 2-3 mois, donc sur la période estivale. Aujourd'hui, on est plutôt sur un tourisme qui tend à s'étendre d'avril jusqu'à la Toussaint, avec un tourisme tourné beaucoup plus sur les modes actifs. Et donc, voilà, au regard de ce qui a été présenté, on voit bien l'ensemble des opportunités que ça peut dresser. Sur la diapo suivante,
Hop. Voilà, donc ça a été un peu abordé précédemment, mais on voit bien les opportunités pour le territoire, à la fois sur la valorisation et la découverte des sites, que ce soit voilà, par l'information, par la sensibilisation. Sébastien voilà, évoquait tout à l'heure la découverte du polder lorsqu'il arrivait sur le territoire. Voilà, avec quelques informations sur site, c'est vrai qu'on donne beaucoup plus à comprendre la particularité du territoire. Important aussi en termes d'opportunités, c'est l'implication des acteurs locaux et des habitants. On parlait tout à l'heure des savoir-faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle opportunité de pouvoir associer l'ensemble des acteurs dans l'appropriation, dans la connaissance et dans la diffusion des particularités et de l'histoire du territoire. Alors, sur ces volets-là, on parle d'opportunités, on va le voir juste après. Il y a quand même tout un ensemble de démarches qui sont mises en place. Hein. C'est vraiment l'idée de bien refaire le lien entre ce qui a été présenté et de montrer à quel point le territoire est déjà aussi proactif sur ces sujets. On a évoqué la question du maillage entre les sites sur les itinéraires de découverte en privilégiant les modes actifs. Sébastien a bien insisté sur la place du vélo, mais également de la randonnée. Et puis le partage de l'information dont on a déjà parlé. Donc tout ça, l'opportunité, c'est vraiment le développement d'une stratégie d'accueil qui pourrait être du coup organisée vraiment dans l'espace et dans le temps. Alors je parlais juste avant, donc sur la diapo suivante, en dressant les opportunités, bien sûr, il y a tout un ensemble de démarches qui sont en cours. Donc effectivement, on a les démarches qui sont d'ordre liées aux documents réglementaires, tels que le PLUIHD de la communauté urbaine de Dunkerque, ou bien encore celui de la CCHF. On a également des démarches de valorisation, de préservation et d'accueil à travers l'opération Grand Site des Dunes de Flandre, qui est l'opération quand même stratégique aussi pour le territoire. Donc Vincent y reviendra juste après. Et puis voilà, sur ces questions de maillage dont on a parlé, il y a déjà tout un ensemble d'actions qui sont mises en place à travers notamment l'aménagement de l'Eurovélo 4 ou bien encore du schéma du réseau point nœud de la CCHF. Donc c'est un inventaire n'est pas exhaustif, mais en tout cas, il peut être discuté juste après la présentation. Ce qui nous semblait également important de préciser, c'est la notion de transversalité de ces sujets. Effectivement, quand on s'intéresse à l'attractivité touristique, on s'intéresse à d'autres thématiques. On l'a vu d'ailleurs à travers des différents petits déjeuners qui ont été organisés. On voit au fur et à mesure aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre les différents sujets. Et donc, voilà, quand on interroge, quand on travaille sur la santé, sur la biodiversité ou sur la nature en ville ou bien encore sur les mobilités douces, Guillaume en a encore été le témoin mardi, ça participe à l'attractivité du territoire. Et donc, c'est aussi voilà, toutes ces actions qui sont menées de manière coordonnée et transversale qui participent fortement à renforcer cette attractivité. Alors, on a dressé quelques actions, un peu dont on a soit porté, soit participé à l'agence d'urbanisme. Encore une fois, on est disponible après l'échange pour qu'on puisse en rediscuter. Un exemple ici de projet qui a été mené cette année dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations. C'est la création d'itinéraires de découverte sur la thématique de l'eau. Et de l'adaptation du territoire au changement climatique. Et donc, ce sont 6 boucles piétonnes et cyclables qui ont été aménagées. Alors, aménagées, je dirais plutôt jalonnées parce que les itinéraires étaient déjà existants. On s'est vraiment appuyé sur des itinéraires déjà présents, mais qui permettent d'expliquer un peu les particularités de notre territoire, que ce soit d'un point de vue patrimonial, hydraulique ou bien encore sur la présentation des différents paysages qu'ont évoqué tout à l'heure Sébastien et Vincent. L'intérêt aussi de ce projet, et c'est aussi sa force, c'est qu'il a été travaillé avec les communes de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc, ça a vraiment permis de recroiser les démarches qui peuvent aussi aujourd'hui être mises en place sur ces communes. Je vais redonner la parole
à Vincent, je crois, ou non, Sébastien. Oui, donc pour vous parler de ce projet qui est le plan guide pour l'adaptation des pieds de coteaux de Flandre-Maritime au changement climatique. Donc un projet travaillé à l'agence en concertation avec les agriculteurs du territoire, la CCHF, les élus, les gestionnaires aussi des espaces naturels et des wateringues, et aussi les habitants de ce territoire-là, pour imaginer des pistes d'adaptation de ce territoire au changement climatique, puisque les pieds de coteaux sont des zones basses en pied de pente et qui se situent, qui sont les plus éloignées des exutoires à la mer, et donc qui rencontrent certaines problématiques d'inondation quand il y a des grands coups d'eau. Mais aussi comme pas mal de territoires aujourd'hui, des problématiques liées à la sécheresse pour l'irrigation l'été. Donc un travail mené sur ces questions-là, avec différentes pistes d'action qui ont été imaginées donc, dans les domaines de l'urbanisme, de l'agriculture, la gestion hydraulique ou la biodiversité. Et chacune de ces actions sont finalement des opportunités aussi de restauration ou de valorisation des paysages, puisque chaque action qui pourra être mise en place, mise en œuvre, sera forcément visible. Donc l'idée, l'enjeu, c'est aussi de se poser la question sur les actions qui seront menées, la question de on va dire, son insertion dans le paysage et comment ça peut profiter aussi, pas simplement à l'action en elle-même, mais comment ça peut profiter au cadre de vie et au paysage du territoire, donc pour les habitants ou pour aussi la découverte touristique. Donc à savoir que ces actions-là devraient trouver une mise en œuvre aussi dans le cadre du COTRI, donc le contrat de territorialisation de la troisième révolution industrielle. Donc voilà, ça devrait être des opérations concrètes. On peut passer un autre exemple de démarche pour le paysage, donc qui est le plan paysage de la communauté urbaine, donc un projet là qui est en cours depuis quelques temps, avec un diagnostic qui a été élaboré, bien fouillé, et puis qui est en cours de complément, et puis là un bureau d'études qui a été mandaté là pour travailler maintenant sur donc en concertation avec les élus territoriaux, les habitants, etc., et les services, de travailler sur la qualité, des objectifs de qualité paysagère sur le territoire communautaire. Donc l'idée, c'est bien de travailler sur la qualité du cadre de vie, mais avec un angle d'attaque, hein. Il ne s'agira pas d'aller traiter toutes les questions paysagères, mais peut-être une entrée qui sera celle du changement climatique, de la gestion de l'eau ou alors de l'énergie renouvelable, comment tout ceci peut trouver sa place et réinterroge finalement les paysages d'aujourd'hui. Donc c'est un projet aussi qui doit trouver ensuite une mise en œuvre avec des actions à mettre en œuvre concrètement sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si Vincent va un peu compléter par rapport à cette démarche-là. Non, il passe. Alors, je viens de regarder le chrono et donc je vais me permettre d'aller un petit peu vite sur la fin. Donc la dernière démarche sur laquelle on voulait faire un micro-focus, il s'agit de l'opération Grand Site des Dunes de Flandre, hein, de Dunkerque à Brédune, avec en son cœur les sites classés des dunes littorales et parmi les enjeux majeurs, celui de mieux répartir la fréquentation et la pression qui s'exerce ici surtout sur les sites les plus fragiles, mais en répartissant mieux cette fréquentation, on pourrait aussi offrir aux visiteurs une rencontre avec d'autres paysages, d'autres éléments de patrimoine, et je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation. Donc cette démarche, elle est ambitieuse, elle est partenariale, elle aboutit aussi concrètement à un plan d'action, et ce plan d'action, s'il est réalisé, effectivement, peut permettre
à ce territoire, à ce périmètre de projet, d'obtenir à terme la labellisation Grand Site de France et ainsi faire partie d'un club assez fermé de 21 ou 22 territoires aujourd'hui labellisés Grand Site de France. À l'échelle de la région des Hauts-de-France, on rejoindrait les 2 grands sites littoraux que sont la baie de Somme et les 2 Caps. Donc en guise de conclusion rapide, voilà, ces 4 démarches prises en exemple, il y en a d'autres, hein, illustrent bien, à notre sens, le sujet du petit déjeuner de ce matin et révèlent chacune à leur manière un déjà là. Et ce déjà là qui fait, vous l'avez vu, toute la singularité du territoire, qui participe également aussi fortement à son potentiel d'attractivité, mais qui est aussi garant d'un certain équilibre et d'une certaine continuité d'évolution du territoire Flandre-Dunkerque. Et je remercie tout le monde pour votre écoute.